Bon mardi à tous, mesdames, messieurs. C'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la nouvelle expression en ouverture de cette édition. Crise anglophone, l'ONU face à ses responsabilités. C'est le grand titre proposé par le tabloïd. Le journal explique simplement que la tragédie que vivent les régions anglophones aujourd'hui incombe aux Nations Unies et qui, dans un silence complice, avait donc laissé la France et les régimes successifs de Yaoundé phagocyter les anglophones du Cameroun, c'est-à-dire en page 3 du journal. Le même journal parle également de la Ligue de football professionnel et la FECAFoot. Semeng est semé donc de capituler. Le journal fait savoir que 24 présidents de clubs lui ont d'ailleurs donné 48 heures pour abandonner le front ouvert contre la Fédération camerounaise de football. C'est en page 2 du journal. On parle des régionales aussi dans la nouvelle expression régionale 2020. Le RDPC va gagner, c'est ce que le journal propose, va gagnant donc avec tout cela en page 5 et on s'intéresse aussi à l'année scolaire 2020-2021. Donc le calendrier est donc connu après plus de 6 mois d'interruption. Élèves et personnels ont repris le chemin de l'école hier lundi 5 octobre 2020. C'est en page 4 de ce même journal. Toujours dans la presse ce matin, il y a le quotidien Le Messager qui parle du nord-ouest et du sud-ouest. La rentrée scolaire prise donc en otage, c'est le grand titre proposé par le tabloïd. Le journal parle également de déviance avec Messi à Tangana qui humilie donc l'élite du Fundi. C'est à lire également en page 4 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Émergence pour sa part parle des régionales avec le RDPC qui déterre ses retraités. C'est ce que le journal propose en grande une. Le journal a également d'autres informations parlant aussi de la santé avec les maladies cardiaques en évolution au Cameroun. C'est l'information contenue dans le même tabloïd de ce matin. Le journal Le Jour parle de l'éducation avec la rentrée spéciale des anglophones. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle était? De toute façon, c'est le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal parle également de transport avec un train qui déraille donc à Ezeka. L'incident survenu hier a causé d'importants dégâts matériels. C'est ce que le journal rappelle également en page 5 de ce numéro. Alors, le journal Mutation parle de Kribi, fille cruelle. C'est le journal qui propose le titre pour dire simplement qu'elle tue son amant pour une affaire de 20 000 francs CFA. Et là, son témoignage au commissariat est contenu dans le journal en page 11. Autre information à découvrir dans le journal Mutation. Mutation qui parle également d'autres informations aussi, tout comme Cameroun Tribune qui parle de rentrée scolaire 2020-2021. Démarrage effectif, c'est ce que le journal propose également ce matin dans tout un dossier de la page 13 à la page 17 pour expliquer comment est-ce que la rentrée a eu lieu donc pour la journée d'hier sur l'étendue du territoire national. C'est Cameroun Tribune qui propose le dossier et également le journal L'Équation de ce matin parle également de journée mondiale de l'habitat avec Douala, capitale mondiale de l'habitat. Donc tout un dossier à lire dans le journal disponible en kiosque. Le journal s'intéresse également au ministère des Transports, avec la sécurité aussi, avec la nouvelle vignette automobile que vous aurez également à découvrir dans le journal. Et on parle également de Tribune d'Afrique qui est disponible en kiosque, qui parle de chambre de commerce, une nouvelle dynamique en poste. C'est le titre proposé par le journal. La suite à lire en page 5 et aussi l'éditorial de Faustin Dicam à découvrir en page 3. Le journal s'intéresse également à autre chose, au Congo-Brazzaville précisément. Chantal Malion, candidate donc à l'élection présidentielle de mars 2021. C'est à lire dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin. Le journal économique en kiosque s'intéresse à l'exploitation forestière avec les communautés autochtones qui plaident donc pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est à découvrir dans l'autre article proposé par le journal. D'autres informations sont contenues dans le même tabloïd de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Donald Brice Kamara, bonjour et bienvenue. Flavien, bonjour. Bon retour sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Ce plateau m'a beaucoup manqué pour des raisons qui ne dépendaient pas forcément de ma volonté. J'étais appelé à d'autres fronts. Merci. Je suis ravi de retrouver Camille et nos téléspectateurs sur ce plateau matinal. Très bien. Bonjour Camille. Flavien Valon-Ndongo, bonjour. Bonjour Donald Brice, effectivement. Je suis tout autant enchanté de vous retrouver ce matin. Et d'ailleurs, j'ai vu à travers vos posts et vos statuts que vous avez beaucoup travaillé hors de la ville. Il fallait bien. Et puis, vous savez, les voyages forment la jeunesse. Et ça vous permet de voir beaucoup de choses. Et je sais que vous revenez revigoré et surtout content d'avoir vu beaucoup d'autres choses. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais un bonjour spécial à Maître Fampo Donésis, maire de Douala 2e. Donc, elle a beaucoup voyagé? Non, elle n'a pas beaucoup voyagé, mais c'est sa ville qui vient d'être primée
commune d'arrondissement la plus propre du Cameroun, après l'avoir été 2 années de suite. Ça veut dire que, vous savez, Nouvelle qui était considérée dans l'imagerie populaire comme quelque chose de réducteur, comme un quartier sale, curieusement, c'est Nouvelle qui est la commune d'arrondissement la plus propre de Douala. Et ça, c'est grâce au dynamisme de ce maire d'arrondissement, vraiment pas comme les autres. Et Limbe porte la palme d'or. Limbe Oui. porte la palme d'or. Mais avant, c'est les 2 années d'avant, c'était Nouvelle. C'était Nouvelle. Oui, en tout cas, c'était déjà trop quand même. Oui. Pour Nouvelle, simplement. Merci. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin, qui suivent la revue des Grandes Unes. La presse a des informations. Vous aurez l'occasion de parcourir. Si vous faites un tour en kiosque, d'ailleurs, il faut le faire. On parle de crise anglophone avec l'ONU face à ses responsabilités. C'est le titre proposé par la Nouvelle Expression. Oui, la Nouvelle Expression fait une sorte d'intuition historique sur la trajectoire politique du Cameroun. Le Cameroun qui a été, comme vous le savez, administré après la Première Guerre mondiale par la société, placée sous la tutelle sous mandat des nations, sous mandat de la SDN à l'époque, comme on l'appelait, la Société des Nations, jusqu'à la fin des années 1919, par là, à la fin de la Première Guerre mondiale, puis sous mandat de la Société des Nations qui est venue plus tard, les Nations Unies, sous tutelle cette fois-là. Le journal propose ce matin une lecture en indiquant par exemple que le Conseil de tutelle des Nations Unies était chargé d'assurer et de défendre les intérêts à partir des décisions de l'Assemblée générale de l'ONU, d'assurer des décisions qui puissent favoriser l'émancipation au plan politique, socio-économique des populations de ce qu'on appelle le Southern Cameroun, cette partie orientale du Cameroun qui s'est émancipée en se rattachant au Cameroun oriental, qui était déjà indépendant en 1960. Les Nations Unies ont cette responsabilité, rappelle le journal ce matin, de n'avoir pas su défendre les intérêts de ces populations de la Southern Cameroun qui se rattachaient à l'époque à travers la réunification au Cameroun oriental. C'est ce qu'indique ce matin le journal, saisissant, je le suppose, le prétexte de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est en cours en ce moment par vidéoconférence aux Nations Unies. Alors, le journal La Nouvelle Expression, dans ce dossier proposé par Edmond Kamgia, rappelle quand même un peu quelques circonstances et fait un lien avec ce qui se déroule dans les régions en crise pour dire que la crise justement de ces régions est née de cette manipulation, de cette gestion approximative des affaires de l'Afrique par l'ONU. Edmond Kamgia a le mérite d'avoir fait un rappel sur la gestion des colonies allemandes à partir de la première défaite de l'Allemagne en 1918. Mais seulement, moi je pense que le regard qu'il lance sur l'histoire, c'est un regard un peu discutable. Discutable dans la mesure où il faudrait comprendre que en 1914, comme il le dit lui-même, le Cameroun était un seul territoire. Le Cameroun était germanophone. Tout le monde parlait allemand dans ce qui constituait le Cameroun. Bon, parce que le Cameroun était, l'Allemagne était la puissance colonisatrice. Bon, maintenant, après la première défaite de l'Allemagne en 1918, il se trouve que les vainqueurs se partagent les propriétés du vaincu en Afrique. C'est comme ça que le Cameroun, le Togo et une partie de la Namibie sont partagés entre les vainqueurs. Et le Cameroun a eu le malheur, cette fois-ci, de tomber d'abord entre les mains de l'Allemagne et de la France en même temps. L'Allemagne et de la France, de l'Angleterre et de la France. L'Angleterre qui était déjà présente au Nigeria, avec un Nigeria qui est anglophone, et le Cameroun, lui, qui sortait de la colonie germanique, mais qui se retrouve maintenant entre les mains de la France. Conséquence, on a pris une petite partie de manière absolument arbitraire, sur la base d'aucun élément objectif. Arbitraire, pour dire que cette partie sera gérée par les Anglais, celle-ci par les Français. Alors que déjà sur le plan sociologique, il y avait une partie, notamment du sud-est du Cameroun, cette partie était absolument rattachée, même sur le plan linguistique et sociologique, au littoral du Cameroun. Donc, c'est de manière absolument arbitraire qu'une partie du Cameroun a été rattachée, a été mise sous la gestion de l'Angleterre. Mais seulement, ça a duré seulement de 1945 à 1960.
Bon, enfin, avant 1960, parce que vous vous souvenez que la responsabilité, justement, cette responsabilité dont parle Edmond Kanga Kumcho, c'est d'avoir laissé partir le Northern Cameroun au Nigeria. Parce qu'il y a eu, les gens oublient un peu ce référendum truqué qui a permis à une partie du Cameroun d'être bouffée par le Nigeria. Et l'autre partie qui a dit que non, nous on reste avec le Cameroun. Mais le Cameroun avait perdu une partie importante. Et ce procès-là, les gens refusent de le faire aux Nations Unies. Parce qu'en réalité, ça a été une escroquerie politique et historique. Alors, nous, le titre de ce matin, parlant de ses responsabilités. Moi, je dis, oui, l'ONU a des responsabilités, mais quand on dit l'ONU, quand on dit les Nations Unies, ce n'est pas seulement les Nations Unies. Ça a commencé d'abord par la Société des Nations, qui a été une première association de ces grandes nations du monde pour se dire que, bon, écoutez, mettons-nous ensemble, essayons de gérer les problèmes du monde. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu l'Organisation des Nations Unies. Mais alors, quand on balance des responsabilités comme ça, il faut le faire en tenant compte des réalités, non seulement du moment, du contexte, parce que le contexte de 1918, c'est pas le même que celui de 1960, le moment de l'indépendance. Donc, il y a énormément beaucoup de choses dont il faut tenir compte et non pas couper les choses à la hache. C'est-à-dire que c'est un problème qui doit être normalement et méticuleusement géré par les historiens qui tiennent compte des faits objectifs, des contextes, des personnes et des réalités et sociologiques et même politico-sociologiques. Donc, moi je pense que oui, l'ONU a une certaine responsabilité dans ce qui se passe dans ces pays qu'il a eu à gérer avant que ces pays ne deviennent indépendants. En tout cas, l'objectif ici dans le journal, c'est de donner quand même un bref aperçu de ce qui peut être la cause de ce qu'on observe dans les régions. L'une des causes lointaines. C'est pas la cause, c'est l'une des causes lointaines. Oui, je parle d'un bref aperçu. C'est pour ça que je dis que c'est l'une des causes lointaines. C'est bien. C'est-à-dire qu'il a le mérite d'avoir fait ce rappel historique. Mais seulement en faisant ce rappel historique, il doit savoir que l'histoire, on ne la gère pas avec des récriminations et avec des sentiments. D'accord. En tout cas, les lecteurs vont lire ce que la presse, le dossier proposé par la Nouvelle Expression. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je pense que cet article propose ce matin la Nouvelle Expression. C'est aussi une interpellation pour la responsabilité internationale sur la situation politique du Cameroun. Vous savez que l'une des voies aujourd'hui de sortie de crise, effectivement, c'est les agendas, l'agenda que passionnent les acteurs internationaux, entre autres les Nations Unies. Sa responsabilité, évidemment, est engagée au plan historique, on a longuement expliqué tout à l'heure. Dans le contexte actuel, une résolution des Nations Unies, par exemple, pour contraindre les belligérants, les acteurs de cette tension qui dure depuis 4 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest serait évidemment la bienvenue, mais on voit très bien que là, au Conseil de sécurité, les 5 qui détiennent le droit de veto se tiennent avec ce droit de vote qui bloquerait une initiative qui ne va pas dans les intérêts des alliés de Yaoundé, et notamment nous pensons à la France qui reste un soutien, j'allais dire, indéfectible du pouvoir, et ce blocage-là fait en sorte que les tensions se poursuivent indéfiniment. Je vais terminer, je ne voudrais pas être long. Je suis d'accord en partie avec Donald Brice. Oui, il y a bien d'autres sujets aussi. Oui, non, je voulais juste ajouter une chose. C'est que quand on pense un peu à la responsabilité des Nations Unies, surtout de leur implication dans la résolution des crises, vous savez très bien que les Nations Unies elles-mêmes, elles ont déclenché des guerres qui ont détruit complètement des pays, tels que l'Irak, tels que la Libye et tout ça. Donc moi, je pense que les prendre au moins en espérant que les Nations Unies, dès que les membres se réunissent, c'est pour le bien des pays qui sont en conflit. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. D'accord. Alors, en tout cas, le dossier contenu dans le journal La Nouvelle Expression, parlant de crise anglophone, l'ONU face à ses responsabilités, c'est en page 3 de ce journal. On va évoquer le dossier rentrée, qui est d'ailleurs contenu dans plusieurs tabloïds. La Nouvelle Expression qui parle de l'année scolaire 2020-2021. Le calendrier est connu. Il y a le quotidien Le Jour qui parle d'éducation avec la rentrée spéciale des anglophones. Et également le journal Émergence qui parle aussi des rentrées, tout comme le journal Le Messager qui parle du Nord-Ouest et Sud-Ouest, la rentrée scolaire prise en otage. Oui, c'est un peu une rentrée de crise, Flavien. Dans les régions qui, qu'on dirait, apaisées, en paix, hormis l'extrême nord, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de façon globale, on peut dire que c'est un peu la rentrée de l'impréparation. Le journal mais en ce temps, Le Messager, j'allais dire, Cameroun Tribune parle de rentrée scolaire 2020-2021,
démarrage effectif. Le Cameroun Tribune propose là le regard officiel, gouvernemental, en faisant une sorte de lecture, j'allais dire avec un peu de mauvaise foi, sans aller dans le fond. Les images du nord-ouest et du sud-ouest vous sont parvenues dans votre téléphone, je suppose, Flavien, où c'était ville morte dans une bonne partie des deux régions, malgré les appels lancés par les leaders séparatistes. Chris Agnew, entre autres, ont appelé au retour à l'école. Tout cela montre la complexité de la situation. On est arrivé à une situation de quasiment de non-retour, où même les acteurs qui, a priori, ont une mainmise sur la situation ne sont plus à même de faire revenir en temps de raison aux uns et aux autres, parce que en laissant perdurer la crise, on a multiplié les acteurs criminogènes sur le terrain, ce qui complexifie davantage les issues de sortie de crise. Dans les régions calmes, comme nous pourrons l'appeler entre guillemets, le journal La Nouvelle Expression indique ce matin que le calendrier est connu. Le calendrier est connu le jour de la rentrée, alors que d'habitude on a un calendrier qui est connu un mois ou quelques semaines avant le début de la rentrée. Cela permet effectivement à la communauté éducative de s'organiser. Je rappelle que jusqu'à ce matin, on n'a pas encore de nomination de proviseurs, les affectations, les mutations dans les établissements scolaires. Lorsque vous discutez avec les responsables d'établissements scolaires, chacun est un peu sur le qui-vive, c'est la prudence, on ne veut pas parler, on évite de faire des déclarations, de s'exprimer même sur la moindre mesure prise au sein des établissements scolaires. Tout cela n'installe pas la confiance qui doit régner dans les conditions d'apprentissage. Et manifestement, malheureusement, ce désordre qui est ainsi créé et ajouté sur le désordre dans les régions en crise n'est pas de nature à rassurer la communauté éducative, n'est pas de nature à nous offrir une éducation de qualité. Camille, Cameroun Tribune parle de démarrage effectif, parlant de cette rentrée scolaire. Il y a notamment le journal Le Jour qui parle de rentrée spéciale des anglophones et le quotidien Le Messager de ce matin qui parle de la rentrée scolaire prise en otage dans le nord-ouest et sud-ouest. Donald Brice Kamga a tout dit. Il a même dit ce qu'il n'a jamais voulu accepter. Pendant que je l'ai toujours dit ici, que ceux qui ont déclenché la guerre, à un moment donné, si on leur dit de descendre sur le terrain aujourd'hui, ils sont incapables de reconnaître les leurs. Je l'ai dit ici plusieurs fois depuis plusieurs mois, que les chrétiens, tous ceux qui ont été, même si Soukou Tabessi sort aujourd'hui, il dit au gars arrêtez, on va même le lyncher. C'est ça la véritable problématique aujourd'hui. Parce que... Vous voulez dire que l'appel de ces derniers n'a pas... Mais la preuve, les gens sont toujours tétanisés, les gens ont toujours peur. Et ça veut dire, je dis, Donald Brice l'a dit, et moi je pense qu'en le disant, il est sincère, en disant que même ceux qui sont à l'étranger n'arrivent plus maintenant à maîtriser les chiens qu'ils ont lâchés. Parce que ce ne sont plus des belligérants, comme on les appelait. Oui, on demande aux belligérants de déposer des armes, mais ce sont des bandes criminelles, comme il vient encore de le reconnaître aussi. En réalité, c'est ça qui rend le problème complexe. Mais nous osons croire que ces criminels comprendront peut-être qu'il est peut-être temps de laisser les enfants aller à l'école et de changer de fusil d'épaule. Donc la rentrée, effectivement, n'a pas été ce qu'on attendait, ce qu'on aurait dû attendre du côté du sud et du nord-ouest. Et moi, au moment où Chris Agnew et son comparse ont lancé cette demande, cette supplique, moi je me disais que ces gars-là allaient comprendre et peut-être lancer aussi un message pour dire que non, les enfants pouvaient aller à l'école, ce qui n'a pas été le cas. Donald Brice a dit, du côté, sur le plan officiel, sur les 10 autres régions, les Kran et Kara, les gens, les élèves ont repris le chemin des classes. Mais du côté du nord et du sud, il y a toujours cette hantise, cette sorte de spectre de la peur et des attentats qui fait que les gens, très peu ont laissé leurs enfants partir. Bon, on va bien voir ce qu'aujourd'hui et demain vont donner. Mais de ce côté-là, ça n'a pas été le grand soleil. Voilà, le calendrier est connu de toute façon. Dit que l'appel de ces leaders n'a pas été entendu, c'est aussi rappeler la responsabilité du gouvernement, la persistance des tensions, le fait de laisser s'enliser la crise. Je rappelle, j'espère que Camille m'a bien compris, je rappelle que dans ce qu'on appelle la prolifération des zones, des acteurs du crime, de la barbarie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a derrière une économie de la guerre. Une économie de la guerre qui profite à la fois
à des acteurs non institutionnels, mais également à des acteurs institutionnels plus ou moins indexés par divers rapports d'ONG internationales qui indiquent que des officiels tirent les ficelles dans l'ombre. Vous savez qu'il y a les groupes séparatistes et d'autres groupes tenus par des acteurs souvent indexés par les rapports des ONG internationales. Camille sait certainement de quoi il est question. Donc, cette complexification du théâtre des opérations rend difficile la sortie, les voies de sortie de crise. Et ça encore, c'est la responsabilité du gouvernement qui doit tout faire en trouvant des solutions politiques et en jouant la carte de la sincérité, en identifiant ces acteurs. On a les services de renseignement, l'un des services de renseignement, nous dit-on, les plus introduits, les plus efficaces. Est-ce qu'à partir de ce qu'on observe aujourd'hui, de dans ces acteurs qui appellent au retour à l'école, mais finalement, ce n'est pas un appel qui n'est pas entendu, on va donner raison au gouvernement qui estime qu'il n'y a pas de véritable acteur pour notamment négocier ou tout au moins trouver la solution à la crise? Et il y a des acteurs, pourvu qu'il y ait de la bonne foi. S'il n'y a pas d'acteurs, pourquoi avoir tenu un dialogue national à Yaoundé? On nous a dit que c'était un franc succès. J'ai vu souvent même de dire de grand dialogue national parce que la grandeur c'était peut-être par rapport au nombre d'effigies ou de youyou qui étaient là-bas. Mais dans le fond, on voit qu'un an après ce dialogue national, on en est au bilan. On voit très bien qu'on n'a pas beaucoup avancé, même sur les réformes qui avaient été demandées, les recommandations qui avaient été demandées par les différentes commissions qui avaient été mises en place. Ok. Alors, c'est ce qu'on va lire dans la presse ce matin, parlant de cette rentrée, avec des titres différents, selon les tabloïds notamment. Il y a autre chose également qui suscite beaucoup de commentaires, ces mutations qui parlent donc de Kribi, fille cruelle, parlant notamment de cette fille qui a assassiné son amant pour une affaire de 20 000 francs CFA. Oui, alors, les différents récits que propose la presse se résument en ceci. La jeune Aïcha, qui a, je crois, 20 ans, a reçu la somme de 80 000 francs de son amant qui s'appelle Arthur. Lui, il a 30 ans, je crois, le défunt. Et elle a reçu 80 000 francs de son amant Arthur qui venait de recevoir son salaire puisqu'il est agent dans un hôtel bien connu à Kribi. Alors, Aïcha a estimé que les 80 000 francs, c'était insignifiant et que les 20 000 francs qu'Arthur avait retenus par devers lui, c'était pour servir ses relations extra-conjugales. C'est ainsi qu'Aïcha s'est enflammée. Le couteau s'est invité dans cette dispute vive tard dans la nuit et le matin, très tôt, on a vu un banc de sang. Arthur a été transporté et c'est aux portes des urgences, je crois, de l'hôpital de district de Kribi que ce garçon a rendu l'âme. Nous sommes là en plein cœur dans un crime passionnel qui a des relais évidemment socio-économiques, le niveau de vie des gens, mais également la moralité de certains de nos compatriotes cette fois-là féminins. Un monsieur prend son salaire de 100 000 francs CFA, vous remet 80 000, c'est-à-dire plus du quart du salaire, et vous estimez qu'il n'a rien fait du tout. Je rappelle que ce couple a un garçon, je crois. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Je suppose que l'enfant faisait peut-être la maternelle ou l'école primaire et qui devait être inscrit. Alors, qu'est-ce que cette fille souhaitait bien que Arthur puisse faire et qu'il lui offre sa tête? 80 000 francs sur 100 000 francs reçus comme salaire. Je pense que c'était un père responsable qui avait le sens du devoir. Il ne faut non plus que la jeune féminine pense que lorsqu'on parle de responsabilité, c'est s'oublier soi-même ou c'est de donner sa vie ou le ciel et la terre à la femme. Alors Camille Nélé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre les deux, tout ce à côté notamment de la dispute dont on évoque ici. On sait qu'il y a... c'est une question d'argent de toute façon. 20 000 francs sur les... Je commence d'abord par le titre qui est un génial jeu de mots. Fille cruelle. Oui, qui nous rappelle un peu le célèbre titre de Ville cruelle des Abotos. Ville cruelle. Donc, ça c'est mutation nous sert parfois aussi de belles pastilles. Mais moi, je regarde des choses de manière un peu beaucoup plus froide. Je ne considère pas ce crime comme un crime passionnel, c'est un crime crapuleux. Il y a une différence. Maintenant, on peut se demander, il est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Est-ce que cette fille avait prémédité son acte? Est-ce qu'elle avait décidé de le poignarder? Parce qu'il y a une différence entre un meurtre et un assassinat.
est-ce que c'était prémédité? Comment les choses se sont-elles réellement passées? Nous en sommes encore aujourd'hui au niveau de l'enquête préliminaire et tirer des conclusions, moi je pense que ça me paraît impératif. Mais seulement, moi je trouve bien curieux ce garçon qui gagne 100 000 francs et qui donne 80 000 francs à la femme. Lui-même donc, il ne pense pas à la nourriture de la maison, il ne pense pas à prendre son argent qu'il amène au travail tous les jours, même à s'acheter quelque chose. Cet argent, ces 80 000 francs représentaient quoi? Elle devait servir à quoi? Donc ça c'est des interrogations suffisamment sérieuses pour lesquelles on peut comprendre effectivement ce qui est arrivé. Mais au bout du compte, on a vu qu'il y a eu un coup de poignard qui est parti. Bon, mais la fille, il fallait d'abord regarder quel était le gabarit du garçon, quel était le gabarit de la fille. Si c'était un gars d'1,80 m et la fille avec, c'est peut-être 1,68 m là que je vois, on peut se demander comment il a fait pour le poignarder. Donc, il y a toute une foule d'interrogations qui persistent encore et qui devraient attendre que l'enquête préliminaire et peut-être l'instruction éclaire davantage le public sur ce qui a débouché sur la mort d'un homme. Mais pour le reste, moi je pense que ce ne sont que des spéculations et bon, peut-être une façon d'animer un peu l'actualité avec un fait divers, pas dans le sens réducteur, mais un fait divers parce que ça, les crimes, c'est des choses qui arrivent tous les jours un peu partout à travers le monde, chaque jour. Très bien. Alors, Émergence de ce matin parle donc des régionales, avec le RDPC qui déterre ses retraités dans le cadre de ce scrutin qui va avoir lieu en décembre prochain. Mais on voit bien que les candidats, c'est des personnalités d'avant qui veulent davantage rester aux affaires. Oui, il y a une sorte de recyclage. N'ayez pas peur du mot. Gilbert Timievouna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Jules Marcelin Diaga, qui est ancien gouverneur du Sud, Zachary Pérévé, qui est ancien ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, il est à l'extrême nord, qui rêve d'un poste de conseiller et de conseillers régionaux. Ils ont été, leurs listes ont été respectivement validées par le Conseil électoral de l'échange Cameroun, qui a épluché ces listes dans la perspective de ce scrutin qui se déroulera le 6 décembre prochain. On voit très bien que le RDPC a du mal à se défaire de ses vieilles habitudes, même si de façon officielle on proclame une volonté de renouveler la classe politique. Dans la pratique, on voit très bien que on n'est pas encore proche du compte. Alors, c'est un renouvellement à ce titre. Lorsqu'on s'appuie sur le titre du quotidien Émergence, le RDPC qui déterre ses retraités. Mais je commence d'abord par l'autre titre qui dit que le RDPC gagne partout. Il n'y a rien de surprenant. Parce que sur toutes les listes qui ont été retenues, le RDPC à lui seul a 52 listes. Et le RDPC est certain de pouvoir gagner au moins dans 52 circonscriptions. Parce que, évidemment, grâce à sa victoire dans les municipalités. Et d'ailleurs, au-delà des 50, après les 52 listes du RDPC, l'autre parti qui a le plus de listes, c'est l'UNDP avec 11. Et ensuite, le troisième, c'est le PCRN avec 7 listes. Ça veut dire que, imaginez, partout comment le RDPC va se retrouver. Mais quand on dit que le RDPC ramène les anciens, les retraités, je pense que c'est une vue d'esprit un peu étriquée. Vous savez, dans ce qu'on est en train de construire ce fameux conseil régional, ce n'est pas un conseil régional où on va aller recruter tous les jeunes diplômés et tous les anonymes qui rêvent aussi de participer à la gestion d'une région. Ça, c'est la gestion d'une région. Et la région demande un minimum d'expertise. Et parmi ces personnes, justement, qui sont en train de revenir dans beaucoup de listes, on trouve des gens qui ont eu de grandes responsabilités, au moins au niveau de la gestion des biens, au niveau de la gestion des communautés, au niveau de la gestion. Moi, je ne vois pas le mal qu'il y a à ce qu'on retrouve quelqu'un comme monsieur l'ancien délégué du gouvernement de Timievouna, qui a été quand même, quoi qu'on dise, un habitué de la gestion de la chose commune. Qu'on dise qu'il y a des anciens ministres qui reviennent, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez donc qu'on se retrouve dans un système où on fait table rase de toutes les valeurs qui puissent exister? Moi, par exemple, je regarde dans la région du littoral. Je vois dans la liste de Mungo une certaine Madame Yaka Rose Yvette. Elle est colonelle de l'armée. Elle est retraitée aujourd'hui, colonelle.
Alors, une femme colonel qui a été présidente du tribunal militaire, qui se retrouve dans un conseil régional. Vous pensez qu'il y a du mal à cela? Donc moi, je ne vois pas les choses sous cet angle. Il est absolument normal que des gens qui ont une certaine expertise, qui ont une certaine habitude, une certaine qualité ou qualification pour gérer les affaires, soient là. On ne va pas laisser ça à des dilettantes, des gens qui n'ont jamais rien géré. Bon, maintenant, que l'on estime qu'il y a des gens qui ont déjà été ministres et qui veulent toujours revenir, bon, on peut avoir l'appréciation que l'on veut. Alors, mais moi, je dis que le fait de ramener ce qu'on appelle des retraités ne leur enlève pas la qualification. D'accord, il faut quand même une dose de jeunesse aussi. Mais elle est là. Vive ce Cameroun. Il y a plus de doyens que de... Vive ce Cameroun de vieillards qui connaissent tout, qui sont partout, qui célèbrent tout, qui sont l'alpha et l'oméga de la compétence. D'accord, merci à vous. Alors la presse, vous aurez l'occasion de lire les sujets ce matin. Si vous faites un tour en kiosque, je vous recommande d'ailleurs de faire un tour et d'être au parfum de l'actualité. Bonne journée, à demain, 9h20.